Bon, bonjour à tous et à toutes. Je suis avec vous ce soir sur l'invitation des Sismo et de Cynthia Fleury. Je vais vous parler d'un sujet malheureusement d'actualité. Alors c'est vrai que je passe souvent pour la personne qui vient mettre de l'ambiance, qui vient parler de choses sympathiques, voilà. Alors je me présente, je suis donc Béatrice Gisclard, je suis designer de formation. J'ai eu mon agence, j'ai passé pas mal d'années dans tout ce qui était design d'environnement. Et puis il y a quelques années, je suis retournée à l'université et je suis actuellement maîtresse de conférence en design à l'université de Nîmes et je co-dirige le master design innovation société. Donc je viens vous parler d'un sujet effectivement important sur la question de la catastrophe. Alors je signale quand même, parce qu'il est en ligne, que des collègues ont débattu il y a 15 jours dans un séminaire de Paris Panthéon-Sorbonne du design face à l'apocalypse. Donc moi je me contenterai de la catastrophe aujourd'hui. Voilà, ça me semble déjà suffisamment ambitieux, mais je vous le recommande parce que vous voyez que ce sont des sujets qui font écho et qui intéressent nos professions et qui nous intéressent tous en tant qu'individus. Alors, pour partir du départ, on va s'interroger justement sur le terme. Et c'est vrai que catastrophe, on a même parlé cet après-midi, catastrophe, alors étymologiquement, donc ça vient du grec, et en fait, ça n'avait pas forcément une connotation négative. C'était une fin, c'était c'était effectivement le dernier acte d'une tragédie dans le théâtre, mais ça n'avait pas nécessairement une connotation telle qu'on l'entend actuellement, qui est vraiment la fin. Alors je vous renvoie là-dessus à un ouvrage de Johan Moreau, Vivre avec les catastrophes, de 2017, qui lui explique que finalement la catastrophe, c'est la rupture d'intelligibilité, c'est la perte de sens à l'échelle de l'individu et à l'échelle du groupe. Mais que finalement la catastrophe, elle est vécue différemment, elle n'est pas univoque et elle a des significations qui sont variables en fait en fonction des époques, en fonction des personnes, et que ce qui est une catastrophe et qui est vécu comme tel par quelqu'un ou par des groupes humains ne sera pas nécessairement vécu de la même manière par d'autres. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est intéressant d'avoir en tête, et que si le risque est par essence virtuel, puisque les risques n'est quelque chose, d'ailleurs ce que disait Hanson, c'est que connaître le risque, c'est connaître l'inconnu, puisque une fois que le risque est avéré, c'est un danger, c'est la catastrophe, on est dedans. Donc ça, c'est toujours sur ces petites précisions sémantiques. Alors, le terme a évolué durant évidemment les époques, mais si on peut situer un point emblématique de bascule dans nos sociétés modernes puis contemporaines, on fait remonter ça au 1er novembre 1755 avec le séisme de Lisbonne, donc qui est vraiment considéré comme un moment de rupture et de bascule entre finalement le fléau, origine plutôt divine, et cette notion de catastrophe qui a été en plus discutée entre Rousseau et Voltaire dans la fameuse lettre de Rousseau à Voltaire, justement, puisque Voltaire avait écrit sur le désastre de Lisbonne, et en prenant cette terminologie de désastre, lui, il restait en fait sur quelque chose de plus funeste, puisque désastre veut dire mauvais astre, alors que Rousseau lui disait, mais non, une catastrophe alors naturelle, finalement, elle n'est pas si naturelle que ça, puisque il expliquait rassembler là 20 000 maisons de 6 à 7 étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été moindre et peut-être nul. Et donc, ce fameux séisme de Lisbonne qui, pour rappel, en tant qu'aléa, en fait, c'est un séisme, puis un tsunami qui a déferlé sur Lisbonne. Puis ensuite, s'étant suivi énormément d'incendies puisque les maisons étaient en bois. On estime, les historiens estiment quand même qu'il s'agit entre 50 et 70 000 victimes. Donc vous imaginez à l'époque le choc que ça a été pour les populations. En plus, il faut resituer à cette époque-là, le Portugal était
voilà, était parmi les grandes nations européennes dans les discussions avec leurs homologues, et que ça a été vraiment comment dirais-je, ça a été aussi vécu très très mal de ce point de vue-là, c'est-à-dire avec vraiment le vacillement finalement d'un pouvoir qui s'étendait au-delà du Portugal, et donc cette dimension anthropique des catastrophes naturelles, puisque en fait, on le voit par exemple sur l'inondation. L'inondation a toujours existé, mais quand il n'y a pas d'humain ou quand il n'y a pas d'enjeu, c'est une crue, ce n'est pas une inondation. Et là, donc, catastrophe naturelle, on peut le voir sur l'origine, sur l'aléa, mais elle n'est pas si naturelle que ça quand on commence à creuser dans cette réflexion-là. Et donc, vu qu'on est dans le séminaire Design UX Care, ce qui était intéressant aussi de voir, c'est que, pareil, la notion de victime ou de sinistré, c'est une notion qui est également récente et que autrefois, et ça là-dessus, ça a été bien documenté par l'historien Thomas Labbé dans son ouvrage sur les catastrophes naturelles au Moyen-Âge, qui montrait qu'en fait, comme on attribuait la cause de la catastrophe à des origines divines, en fait, il y avait une acceptation de son sort, et donc il n'y avait pas de nécessité d'entraide, et que la question de la victime et du sinistre, en fait, elle remonte justement, on en trouve des textes sur ce séisme de Lisbonne, avec ce que Thomas Labbé a appelé le rituel politique de l'aide humanitaire, puisqu'il a fallu montrer, entre les grands de l'Europe, montrer qu'on venait en aide à Lisbonne, qui était meurtrie. Et donc, on constate par là que en fait, ce sont des constructions sociales, et que c'est une façon de percevoir les choses qui fondent la catastrophe, qui détermine que telle personne est la victime ou le sinistré. Et donc, cette mise en perspective historique est intéressante à cet égard. Alors, moi, je développerai donc en 3 temps cette présentation, avec des premiers éléments sur la question de qu'est-ce qu'on vit actuellement comme catastrophe. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne passerai pas non plus un temps monstre là-dessus, et sachant que ce que j'ai souhaité là, parce que malheureusement, ce sont des sujets qui ont été énormément débattus, c'est de voir quels sont les éléments saillants et quels sont les points de focal qu'il faudrait avoir finalement pour réfléchir sur ce qui nous arrive, de voir dans quelle mesure on peut y faire face. Donc là où j'ai identifié du coup en tant que designer et dans mes recherches des initiatives et des choses qui sembleraient pertinentes comme autant de signaux faibles qui pourraient nous aider à penser et à dépasser ça, puisque vous l'avez compris, l'objectif n'est pas du tout de rester trop pessimiste face à ce qui nous arrive, mais au contraire d'aller, non pas chercher des raisons d'optimisme, parce que là ce serait un petit peu exagéré, mais en revanche d'aller chercher des leviers d'action. Et ça nous intéresse énormément en tant que concepteur, en tant que designer, parce que face à ce qui nous arrive, il faut pouvoir retrouver des moyens d'agir, et donc pour cela se donner d'autres façons de penser cette catastrophe, avec donc la réflexion autour d'un design des urgences. Donc le temps de la catastrophe sur la première partie. Alors finalement, on pourrait fêter l'anniversaire, les 50 ans entre 1972 et 2022, entre le rapport Meadows et le dernier rapport du GIEC. Et donc si le rapport Meadows concluait que la croissance matérielle perpétuelle conduirait tôt ou tard à un effondrement du monde qui nous entoure, et que cet effondrement ne signifiait pas nécessairement la fin de l'humanité, mais une forte diminution de la population, accompagnée d'une détérioration importante des conditions de vie. Ce qui nous laisse effectivement des perspectives peu réjouissantes, mais il le posait en disant attention, ça va arriver. Donc entre-temps, les risques qui étaient quantifiables dans la société industrielle deviennent justement incalculables et imprévisibles. 1986, 2 points de bascule, donc évidemment la catastrophe l'accident nucléaire de Tchernobyl, qui a fait basculer vraiment le monde dans le risque majeur, ce qu'on appelle le risque majeur, et que c'est aussi à ce moment-là qu'est publié
la société du risque de Ulrich Beck, qui nous aide aussi à penser cette société de l'après où le risque n'est plus extérieur à notre société, mais en fait il est constitutif de la société et c'est cette société industrielle qui génère ces risques majeurs. Donc ma petite étape entre 72 et 2021-2022, puisque la première partie du 6e rapport international du GIEC est sortie dans l'indifférence la plus totale l'été dernier, puisqu'il y avait une actualité beaucoup plus importante sur le foot à l'époque. Et là, malheureusement, février 2022, pas de bol encore pour le rapport du GIEC, c'est qu'il y a une autre actualité aussi dont je reparlerai, mais que finalement, c'est ce qui est noté dans le deuxième volet sur la partie impact, adaptation et vulnérabilité, que le changement climatique est vraiment une menace pour le bien-être de l'humanité et que ce sont désormais plus de entre 3 et 3,3 milliards de personnes qui sont considérées comme vulnérables, très vulnérables au changement climatique. Donc malheureusement, je dirais que le temps des débats et du déni, il est terminé parce qu'en fait la catastrophe, elle n'est pas devant nous, on est dedans. Et donc ça permet en tout cas de dire que voilà, on peut après, bon, il reste toujours quelques irréductibles, mais que maintenant on n'a plus à se poser. Enfin, d'ailleurs, assez, quand on pense à ça, on a longtemps parlé des générations futures, et en fait, les générations futures dont on parlait au moment du rapport de Brundtland, bah, ils ont 30 ans maintenant, donc ils ont aussi des enfants, ces gens-là. Donc on n'est plus dans à toujours projeter, à se dire, voilà, ça va être demain, on y est. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, moi j'aime beaucoup cette phrase de René Char, donc, qui est extrait de Fureur et mystère, et savoir qu'il a écrit ça finalement lui pendant une autre période de catastrophe, puisque c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le fait que la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Et je pense qu'effectivement notre époque appelle à de la lucidité par rapport à ce qui nous arrive, et qu'il est plus temps de se cacher derrière son petit doigt, c'est que voilà, on est dedans. Donc là, c'est une photo des incendies de Californie en 2020. Et justement, quand on change de paradigme, on change de vocabulaire. On a longtemps parlé des incendies, évidemment, et là, maintenant, on parle désormais de méga-feux. C'est-à-dire que ces méga-feux, ce sont des incendies qui, par leur ampleur spatiale, temporelle, qui peuvent durer pendant des mois, on a tous en tête des images de la Grèce, de l'Australie, donc la Californie, et qui sont observées sur l'ensemble des continents, et qui, selon, par exemple, l'historien américain Stephen Pine et la philosophe Joël Zask, parlent du pyrocène, c'est-à-dire qu'on est rentré dans l'ère des méga-feux. On sait que ça a été à une époque, là pour le coup, très lointaine. En fait, le feu a constitué nos univers, nos paysages, et a contribué aussi à la vie sur Terre. Mais là, on est reparti sur une ère du feu qui n'est pas du même ordre. Et par exemple, le phénomène de pyrocumulonimbus, qui en fait sont des phénomènes de nuages qui, produits par l'air chaud des flammes, vont monter dans l'atmosphère et en fait forment des orages sans pluie qui ensuite vont provoquer de la foudre qui vient de nouveau réalimenter en fait ces feux-là. Donc le souci à ça, c'est que par rapport à ça, c'est que en fait on n'a plus de moyens techniques et humains suffisants pour pouvoir les combattre. Donc on ne sait pas trop comment les gérer et on compte sur le fait voilà, qui vont s'éteindre. Donc ça c'est un premier élément. On en parlait, effectivement, difficile de ne pas évoquer cette crise en Europe. Alors, tant chaotique, ce terme-là, je le reprends par rapport au livre qui a été publié par Patrick Lagadec, qui s'appelle « Le continent des imprévus », je vous recommande vivement, journal de bord des temps chaotiques, et qui, Patrick Lagadec est un théoricien du risque majeur, et justement a essayé de mettre sur le papier une partie de ses recherches, et c'est assez inspirant en fait dans cette approche-là. Donc
Je ne vais pas parler de la guerre en soi et du conflit parce que j'ai aucune prétention sur des compétences en termes de géopolitique, mais forcément on ne peut pas ne pas l'évoquer aujourd'hui. Et donc, au-delà de parler, de se référer à ce journal de bord des temps chaotiques, ça me faisait également penser à ce que Hartmut Rosa a développé sur cette question d'aliénation et d'accélération du temps, et où en fait il définissait 3 catégories qui, je trouve, sont intéressantes pour arriver à penser ce qui nous arrive sur l'accélération technique, l'accélération du changement social et l'accélération du rythme de vie, où en fait l'espace se contracte et par la vitesse des changements et des communications, on n'arrive plus à avoir des certitudes, d'où ce continent des imprévus. Et en fait, on est surtout comment dirais-je, bousculé sur le sens de l'histoire et sur cette idée de progrès qui est quand même abandonnée depuis un moment, mais cette pression temporelle qui fait que la succession des événements qui nous arrivent nous empêche justement de penser et créer ce qui va définir lui comme une famine temporelle. Or, on sait aussi que pour arriver à penser, pour arriver à créer, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre du temps. Et en fait, cette accélération nous empêche aussi de pouvoir le prendre. Dans les effets dominos, ou même au-delà de ça, des effets de répercussion, cette guerre en Ukraine, là, on en entend maintenant parler, cette guerre en Ukraine entraîne justement des problématiques au niveau de l'alimentation, puisque la récolte qui pousse en ce moment en Ukraine et en Russie, qui sont parmi les plus gros exportateurs de blé au monde, en fait, elle est évidemment détruite, polluée par les sols, et puis surtout, il n'y a plus les agriculteurs pour s'en occuper. Mais ça pose aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'il n'y aura vraisemblablement pas non plus de récolte l'année prochaine, voire les années qui s'ensuivent. Et donc, toujours dans ce rapport au temps, c'est d'arriver à penser aussi la catastrophe comme n'étant pas quelque chose d'immédiat, mais quelque chose qui peut se diffracter, qui peut se répercuter longtemps après. Et il faut aussi arriver à penser cela en deçà du moment où elle survient, au-delà du fait qu'elle se répand aussi spatialement, au-delà puisque on voit là, cette problématique de blé, d'alimentation, ça va poser des problèmes énormes, notamment dans les pays d'Afrique, en Égypte, et que on parle de crise de l'énergie par rapport au gaz russe, mais c'est avant tout aussi une crise alimentaire avec l'ONU qui estime, j'ai vu ça récemment, que le prix des céréales a déjà dépassé ceux du début du printemps arabe et des émeutes de la fin de 2007-2008. Et que le problème, c'est que ça vient se rajouter au fait que ce sont déjà des économies qui ont été fragilisées par la pandémie. Donc en fait, on vient rajouter encore ce problème sur l'alimentation. Alors, ça s'est passé juste en même temps. Vous voyez, 2 mars 2022, je ne sais pas si vous avez vu ces inondations absolument catastrophiques. Alors bon, moi, comme c'est un sujet que je traite depuis des années, je suis attentive à ça sur les réseaux, mais c'est vrai que malgré tout, c'était assez incroyable de voir ça. Donc là, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. En Australie, ils ont vécu des inondations d'une ampleur assez inouïe, qui ont pour le moment fait 20 morts, et surtout, ils ont dû évacuer plus de 200 000 personnes. Donc ça a été une grosse catastrophe. Ils sont toujours d'ailleurs plus ou moins dedans. Et il ne faut pas oublier que l'Australie, on en a plutôt parlé ces derniers temps. Vous vous souvenez des images du kangourou qui s'échappe au milieu de ces méga feux qu'ils ont vécu. Donc en fait, voilà, on vient rajouter une couche sur une autre, et en fait, on voit que les choses sont en train de s'accélérer et qu'il va falloir faire face à ça d'une manière différente que celle qu'on a l'habitude de gérer, parce que vous imaginez l'étendue de l'eau pour arriver au mât du McDo, sachant que ce sont des mâts qui sont relativement standards. Donc on a quand même en tête tous la hauteur. Et je vous dis, ce qui est incroyable, c'est que c'est arrivé juste en ce moment-là.
Et du coup, pareil, répercussion de la crise, en fait, bon, l'Australie, voilà, ils vont pas mourir de faim, mais ce qui était là, un point saillant que j'ai trouvé intéressant, c'était qu'il disait, en fait, les conditions extrêmes auxquelles on a été confrontés, donc c'est pas tant qu'on va manquer de nourriture, mais c'est qu'on va manquer de circuits logistiques et on va pas réussir à l'acheminer en fait. Et donc ces questions de flux, ces questions logistiques, ça m'a fait penser en mars 2022, finalement, on était à l'anniversaire, un an après, de ce petit incident dans le canal de Suez avec ce fameux grain de sable dans la mécanique rodée du transport et de la mondialisation, donc comment dirais-je, le porte-container Evergreen donc, qui s'était coincé. Je ne sais pas si vous avez en tête, parce que moi ça m'avait marqué, ces images avec la petite pelleteuse qui était en train d'essayer de creuser pour dégager le porte-container, et les images ont fait le tour du monde. Et on sait tous, la pandémie nous l'a rappelé, que en fait cette interconnexion et ces chaînes logistiques de distribution font que effectivement parfois le bien, la ressource existe à un endroit, on en a besoin à un autre, et ce qui manque en fait c'est le lien. Et pareil, dans les répercussions de la guerre qu'il y a en Ukraine actuellement, c'est aussi qu'il y a énormément en fait de personnel navigant sur les porte-containers qui sont russes ou ukrainiens. Et que là, il y a des centaines de porte-containers qui sont coincés en mer Noire. Ils ne savent pas trop comment gérer parce que justement, il y a un moment, il ne faut pas oublier que certes, il n'y a pas beaucoup de personnel à bord, mais qu'on a quand même encore besoin d'êtres humains pour décharger et pour acheminer ces bateaux. Ils naviguent pas tout seuls. Et que donc, là, pour le moment, on va avoir des répercussions sur des approvisionnements qui sont, vous voyez, des cascades dues à cette crise. Et donc, voilà, penser ces interconnexions entre les choses et les êtres. Alors, autre élément, donc là on revient en arrière, à 2012, New York, ça c'est le photographe donc Christophe Jacquot qui avait été documenté, la panne électrique qui faisait suite en fait à l'ouragan Sandy. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur côte de plus de 4 mètres de haut, 210 morts, 50 milliards d'euros de dégâts aux États-Unis. Le pire désastre qui est connu, le métro de New York, tel que les autorités l'ont dit, et surtout donc une panne électrique de plusieurs jours avec des millions de personnes sans électricité. Une ville, la ville de New York, qui voilà, si vous n'avez plus d'électricité, on s'est amusé à faire cet exercice cet après-midi, vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus d'ascenseur, vous n'avez plus de pompe de relevage de l'eau, parce qu'en fait l'eau, effectivement, elle ne manque pas, mais enfin il faut la monter dans les robinets. C'était quand même le 30 octobre, donc en fait les gens avaient un peu froid aussi. Vous ne pouviez pas vous doucher parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Et donc ça a duré quelques jours. Et là d'un coup ça a été aussi un peu une révélation pour les New-Yorkais de dire oula, mais on est quand même super vulnérable à ça. Et ce blackout, qui est quand même un impensé, donc pareil, on en a parlé, il se trouve qu'il y a quand même des chercheurs qui travaillent là-dessus, et notamment Grégoire Chambaz, et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un exercice sur justement toute notre dépendance à l'électricité, et sur le fait que si on peut se passer quelques jours de pétrole, par contre, on va vraiment avoir du mal à se passer d'électricité, et que même les groupes électrogènes, même tout ce qu'on a, en fait, évidemment, en mode dégradé, comme on appelle, ça tient pas sur le long terme, donc il ne faut pas non plus que ça dure, parce que très très vite, en fait, les effets cascades, c'est même plus des effets dominos, c'est des effets cascades, en fait, ils sont assez conséquents dans les sociétés dans lesquelles on vit, et que si on ne les pense pas un petit peu en amont, on va avoir du mal à y faire face en aval. Et donc, je vous invite à regarder justement les travaux qui sont menés là-dessus par ce qu'on appelle en fait le blackout, c'est ce qu'on appelle un super risque, et sur le fait que justement avec des réseaux vieillissants, avec des choses qui sont de l'ordre des impensés, on a du mal à imaginer jusqu'où en fait peut justement se diffracter la catastrophe. Et en l'occurrence, par exemple, la crue de la Seine
enfin, équivalent à 1910, on sait bien que justement c'est ce qu'on appelle une menace qui est réticulaire, c'est-à-dire que la France étant un pays éminemment centralisé, bien sûr que je pourrais me dire, moi habitant dans le Gard, je ne serais pas tellement touchée par la crue de la Seine, mais en fait les répercussions que ça engendrerait, la paralysie du pouvoir, parce que le pouvoir français est quand même situé à Paris, le fait que en très très off, parce qu'il s'est passé un exercice européen qui s'appelle Sequana, donc en 2016, qui a simulé une inondation à Paris. Et il faut savoir, parce que c'est quand même les clins d'œil de l'histoire, c'est qu'en fait ça a eu lieu quelques semaines avant l'inondation de 2016, du mois de juin. Et ça avait permis en fait de prendre conscience que personne n'était préparé, les grands acteurs n'étaient pas préparés, et surtout ils avaient en fait mesuré que dû au réseau, c'est-à-dire au réseau des égouts, les réseaux de transport, les réseaux électriques, les réseaux Internet, en fait, les réseaux permettaient de super bien diffuser l'inondation beaucoup plus loin que l'endroit où elle impactait en fait. Et que donc, ça allait, notamment la Défense, des endroits qui, d'un point de vue hydrologique, ne sont pas menacés par l'inondation en elle-même, mais en fait, cette réticularisation va faire que justement, on va impacter bien au-delà. Et puis, quand vous mettez à l'arrêt des entreprises en région parisienne, vous mettez à l'arrêt tous les sous-traitants qui sont partout en France de ce point de vue-là, et vous créez des problèmes qui sont absolument colossaux, et c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs les cascades d'effets. Donc là, on en reparle encore, évidemment, parfois même, on a l'impression que c'est presque pour jouer à se faire peur, si on n'avait plus d'Internet, que deviendrions-nous? Mais en tout cas, plus on crée de dépendance, plus on crée de vulnérabilité, et donc d'arriver à penser, en fait, c'est surtout, c'est pas tant de proposer des réponses, en l'occurrence, quand on a ce niveau de complexité, il n'est pas sûr qu'il puisse y avoir une réponse ou une bonne réponse, mais en tout cas, il me semble que c'est important d'arriver à justement penser ces choses-là comme étant possibles, et que du coup, en les pensant, on arrive à se les approprier et à y réfléchir. Moi, je pense que par exemple, quand tous ceux qui travaillent sur la Smart City créent des vulnérabilités auxquelles justement on n'est pas encore préparé, parce qu'on est sur des choses assez nouvelles. Donc, si on fait cet exercice, qu'est-ce qui ne dépend pas de l'électricité ou d'Internet? On va se retrouver assez vite très très limité, et que pourtant par rapport à ça on sait que ce sont des vulnérabilités. Or qu'est-ce qu'on fait? On accélère dans les objets connectés, dans les capteurs, on multiplie en fait ces points de vulnérabilité. Donc il est vraiment temps en fait de les penser, et de penser non plus la Smart City mais la Safe City, et je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors idem, des risques émergents auxquels on ne pense pas forcément. Il est sorti au mois de février, vous voyez, février 2022, un rapport de la Cour des comptes sur, en fait, ça s'appelle le retrait-gonflement des argiles. Personnellement, j'ai découvert ça il y a peu de temps, et c'est le fait que, alors ça a toujours existé, hein, c'est un phénomène comme on peut l'imaginer, au niveau des sous-sols, les argiles se rétractent, voilà. Et donc ça fait fissurer les bâtiments qui sont au-dessus. Ça existe, on en trouve des traces sur des bâtiments anciens. Là, le léger souci, c'est que, en fait, dû au dérèglement climatique, dû à ces épisodes de sécheresse et de canicule, mais en fait, de plus en plus, les argiles se rétractent. Et là, ce que dit la Cour des comptes, c'est que ça concerne plus de 12,5 millions de logements en France. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas les moyens de payer. Et le gros souci, c'est que les travaux, parce qu'on sait faire, quand même un pays d'ingénieurs, il y a des gens très très intelligents qui ont des choses à proposer. En fait, dans la majorité des cas, ça coûte plus cher que le prix de la maison elle-même. Donc, on laisse faire en disant, il va vraiment falloir qu'on trouve des moyens de faire face à ça. Et parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir déloger tous les gens, et puis quand on touche à quelque chose d'aussi sensible que l'habitat, on se rend bien compte que là, on est face. Alors c'est moins spectaculaire, vous voyez, que les autres catastrophes. Enfin, quand c'est votre maison, ça va commencer à être
compliqué à gérer ça. Donc on a des points de bascule, là encore je n'ai même pas le temps d'actualiser ça, avec les 40 degrés au-dessus de la moyenne en Antarctique. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, c'est vrai qu'il y a un moment où on n'est effectivement pas un cerveau configuré pour arriver à se représenter ce que ça veut dire. Le fameux 30 juin 2019, moi j'étais dans le Gard, et je peux vous assurer que quand on passe les 46 degrés qui sont mesurés sous abri, hein, je précise, donc pas en plein soleil, ben, il y a un moment où vous dites que vous n'êtes pas préparé non seulement intellectuellement, mais vous n'êtes pas préparé physiquement. C'est-à-dire quand vous éprouvez cette température-là, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Du coup, ça avait déclenché des incendies. Il y a eu plus de 80 départs de feu dans le Gard, juste le département du Gard à ce moment-là, qui, entre la chaleur et les vents, le Mistral en l'occurrence, faisait qu'à un moment, on s'est vraiment dit, avec les personnes avec qui j'étais, ben, ça doit un peu ressembler à ça, un bout de l'enfer, c'est-à-dire le chaud, voilà, le feu, et que d'un coup, ça fait accélérer la prise de conscience sur ces choses-là. Où là, ce qu'on peut voir, ben voilà, c'est le contraste entre aux États-Unis, où ils ont vécu le même jour un écart de température assez énorme. Donc, on parlait de résilience des systèmes électriques, qui vont gérer d'un côté le froid, qui vont gérer de l'autre côté le chaud. Et en fait, on voit que ben voilà, on arrive sur des points de bascule, sur des surtensions. Donc, on le voit, c'est qu'avant tout, cet anthropocène, il est surtout un capitalocène. Donc là, on voit d'un côté la cardio sur les émissions, et puis sur les vulnérabilités, et je pense que voilà, la carte part d'elle-même, et que, pareil, si on n'arrive pas à penser ça comme étant une question aussi coloniale, donc tout le travail qui est fait par les chercheurs et tous les gens qui réfléchissent sur la décolonisation aussi des esprits, ça s'installe aussi à cet endroit-là. Et peut-être pas là, mais je sais que de temps en temps, il y a des étudiants aussi qui vont suivre ces choses-là. Et donc, je voulais quand même rappeler qu'en 1971, le LICSID, donc le Conseil international des sociétés industrielles de design, avait posé la question, enfin en tout cas on va entamer un dialogue avec des designers de plein de pays, et qu'un étudiant suédois, donc Tim Alfoots, avait fait remarquer à l'époque que la façon de s'en sortir, c'est de se demander à quoi sert un designer et quelle est sa place par rapport à la société. Notre réalité est la guerre, la violence, la pauvreté et la famine. La plus grande partie du monde est devenue un bidonville. Et la majorité des designers travaillent sur des îlots de luxe dans ce bidonville. Alors à l'époque, c'était le design industriel avec toutes ces différentes théories a surtout contribué à détruire un environnement humain. Voilà, je pose ça là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui seraient à changer. C'était en 1971, donc en tout cas pour nous en tant que designers, ça doit continuer de nous interroger. Donc, André Berthaud, qui est lui anthropologue, dit que ben voilà, l'effondrement a commencé et qu'il est avant tout politique. Et cette question du politique, c'est pareil, c'est quelque chose. Voilà, je n'ai pas évidemment de réponse, et le design n'en a pas forcément spécialement là par rapport à ça, mais c'est aussi de penser en disant que plus que les problèmes techniques, ce sont des problèmes sociaux, ce sont des problèmes de révolte, ce sont des problèmes de conflits armés, le populisme, la perte de confiance dans la science et la menace directe sur la démocratie, comme on a pu le voir avec, et comme on peut toujours le voir d'ailleurs à l'œuvre avec les réseaux QAnon, complotistes, etc., doivent vraiment nous interroger sur ce monde qui vient. Et l'action, enfin, un des leviers, il est aussi là. Et c'est vrai que cette polarisation, en fait, elle va nous empêcher à terme aussi de faire société. Or, pour faire face aux catastrophes dans lesquelles nous sommes, on a besoin de faire société. Donc peut-être aussi un des leviers d'action sur ces catastrophes, c'est d'abord arriver à retrouver du commun, des choses qui nous permettent d'agir ensemble. Et c'est vrai que cette question, comme on le voit, hein, voilà, on va tous passer le mois d'avril en France, on peut raisonnablement se questionner.
Alors, je vais finir cette partie-là sur quelque chose, c'est pas très lisible, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer, sur un document sur lequel j'ai été tombée dans un ouvrage de Nicolas Mainviel sur la question du design fiction et que j'ai trouvé assez intéressant. C'était donc le document date de 2001. Il a été écrit par Linton Wells, qui était le conseiller en chef auprès du secrétariat de la défense sous le gouvernement de George Bush. Et c'était, il posait en fait quelques points, parce qu'évidemment on lui demandait de réfléchir sur le plan quadriennal de défense. Et en fait, en lui demandant qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour qu'on sache militairement se préparer à ça. Et je vais vous lire ces petits points parce que je trouvais que vraiment ça finissait bien. Il disait, si vous aviez été un responsable de la politique de sécurité de la plus grande puissance mondiale en 1900, vous auriez été un Britannique, regardant avec méfiance votre ennemi séculaire, la France, et que 10 ans plus tard, votre ennemi était l'Allemagne et la France votre allié. En 1920, la Première Guerre mondiale aurait été menée et gagnée, et vous seriez engagé dans une course aux armements navals avec vos alliés d'antan, les États-Unis et le Japon. En 1930, les traités de limitation des armements navals étaient en vigueur, la Grande Dépression était en cours, et la norme de planification de la défense disait « pas de guerre avant 10 ans ». 9 ans plus tard, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. En 1950, la Grande-Bretagne n'est plus la première grande puissance du monde. L'ère atomique a commencé et une action de police est en cours en Corée. 10 ans plus tard, l'accent politique était mis sur le fossé des missiles entre l'URSS et les États-Unis. Le paradigme stratégique passait des représailles massives à une réponse flexible, et peu de gens avaient entendu parler du Vietnam. En 1970, l'apogée de notre engagement au Vietnam étant passé, nous commencions la détente avec les Soviets et nous consacrions l'achat d'Iran comme notre protégé dans la région du Golfe. En 1980, les Soviétiques sont en Afghanistan. L'Iran était en pleine révolution, on parlait de nos forces creuses et d'une fenêtre de vulnérabilité. Et les États-Unis étaient la plus grande nation créancière que le monde ait jamais connue. En 1990, l'Union soviétique était à 1 an de sa dissolution. Les forces américaines dans le désert étaient sur le point de montrer qu'elles étaient tous sauf vaines. Les États-Unis étaient devenus la nation la plus endettée du monde et presque personne n'avait entendu parler d'Internet. 10 ans plus tard, Varsovie était la capitale des pays de l'OTAN. Les menaces asymétriques transcendaient la géographie et les révolutions parallèles de l'information, de la biotechnologie, de la robotique, de la nanotechnologie et des sources d'énergie à haute densité annonçaient des changements presque imprévisibles. Tout ça pour dire que je ne suis pas vraiment sûre de ce à quoi ressemblera 2010, mais je suis en tout cas sûre qu'elle ne ressemblera pas du tout à ce à quoi nous nous attendions et que nous devons donc nous préparer en conséquence. Soumis à la présidence des États-Unis le 12 avril 2001, soit 5 mois avant le 11 septembre. Voilà. Donc, comme écrivait Jean-Pierre Dupuis dans son ouvrage « Le catastrophisme éclairé », ce n'est pas l'incertitude qui nous empêche d'agir, mais l'impossibilité de croire que le pire va arriver. Et que les catastrophes sont avant tout des décisions politiques et que nous devons en conséquence agir. Du coup, ça me fait une petite transition sur ce faire face. Alors, première chose qu'on a envie de faire, voilà, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, courage, fuyons. Alors, Carl Beck, qui est un psychosociologue, qui a fait des travaux sur, notamment sur le sense making dans les organisations, et donc je vous recommande vivement la lecture parce que c'est très intéressant, et partait en fait de ce qui s'était passé dans un incident dramatique dans le Montana en 1949, un grand incendie, où 13 pompiers avaient péri, et l'analyse en fait de ce qui s'est passé là-bas, lui avait fait comprendre que ce qui était vraiment au cœur du problème, c'était la perte de sens dans le collectif. C'est-à-dire que les pompiers n'ont pas su faire face, non pas par des problèmes techniques, par des problèmes de savoir faire face au feu, mais qu'en fait, un mauvais management et en fait la perte de compréhension de comment se joue le collectif et de comment ils devaient agir avait fait que ils n'avaient pas suivi les ordres qui avaient été donnés et qu'ils avaient péri, et que la compréhension et les grammaires d'interprétation sont
assez fondamentales justement à repenser pour redonner du sens dans des moments de chaos. Alors, on a vu passer, on en a encore parlé cet après-midi, la résilience, il faut être résilient, l'injonction de la résilience. C'est que, là je vous repose en fait ce qui avait été affiché juste après Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans, et que il faut savoir que les stratégies de faire face, la stratégie internationale de l'ONU pour la prévention des catastrophes, en fait, elle a été initiée au début des années, enfin dans les années 90, et au départ, elle était focalisée sur en disant, pour prévenir les catastrophes, il faut d'abord réduire la vulnérabilité. Puis réduire la vulnérabilité, finalement, c'était aussi quand même une grosse remise en cause justement du rapport Nord-Sud, et que finalement, il valait peut-être mieux demander aux gens d'être résilients face aux catastrophes, que c'était beaucoup plus facile à gérer que d'aller chercher les racines et d'aller traiter ces questions de vulnérabilité. Donc après, vous verrez, et ça, bon, voilà, je suis à l'université, donc il y a énormément de littérature et de débats et de controverses sur des termes comme la résilience ou la vulnérabilité. Donc il y a les pro-résilience, il y a les pro-vulnérabilité, c'est voilà, sur le fait que c'est à la fois un état et un processus. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais voilà, c'est en tout cas pour interpeller sur le fait que justement, paradoxalement, au sein des sociétés les plus sécurisées, c'est là où on a le plus fort sentiment d'insécurité, et que on va demander à ceux qui sont sous l'eau et déjà qui ont finalement, pour qui la catastrophe, c'est pas tant l'inondation, c'est d'avoir à manger au quotidien, et que il y a une hiérarchisation qui se fait, qui est que en tout cas, cette injonction doit nous interpeller là-dessus. Alors, vivre avec ou vivre contre la question du risque, je voulais vous poser, pareil toujours parce que c'est un sujet que je connais bien, les inondations, c'était sur le fait qu'il y avait eu des travaux de fait sur justement vivre avec le risque, et non pas construire des barrages, construire des digues ou même fuir, puisque je vous rappelle que Jakarta, la capitale, va déménager dû au risque inondation, justement. Et donc là, en Chine, c'est ce qu'ils appellent les sponge cities, et c'est mis en œuvre, hein, c'est assez intéressant. Donc là, le quartier à Romorantin, on le voit en fait pendant les crues de 2016. Donc c'est-à-dire que ce quartier conçu pour faire face aux inondations, en fait, a parfaitement fonctionné. Alors évidemment, c'est pas l'équivalent 1910, mais en tout cas, c'est de voir par ces deux exemples, il y en a plein d'autres, mais qu'il existe des propositions qui permettent de ne pas avoir à être contre ou à fuir, mais de faire avec, en fait, avec ce risque. Et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, parce que en faisant des recherches, pareil, je suis tombée sur voilà, toutes ces cités lacustres qui, dans l'occurrence dans les Alpes, qui vivaient avec voilà, avec ce risque. Et pareil, c'est une maquette, mais le fait qu'il existait, ça peut en tout cas nous inspirer, parce qu'on imagine un pont comme étant quelque chose de très structuré, figé, et que en fait déjà à l'époque romaine, on construisait des ponts flottants pour gérer le risque d'inondation et les crues du Rhône, tout simplement. Donc on peut aussi aller chercher du côté de trouver des sources d'inspiration dans tout ce que les sociétés ont pu déjà au préalable développer, dans vivre avec ces catastrophes qui finalement étaient en gros dans le quotidien des gens, et que finalement d'avoir aussi une approche par territoire, c'est-à-dire avec une attention portée au territoire de manière moins uniforme, et de dire que voilà, là on va risquer ça, mais on a tel moyen de faire face. Là effectivement on a d'autres aléas, mais on a développé d'autres formes de résilience par rapport à ça. Et donc sortir de cette opposition peut justement nous apporter des réflexions fertiles pour vivre avec. Alors une autre source d'inspiration intéressante, c'était que j'avais trouvé dans mes travaux, c'était donc les médias sociaux en gestion d'urgence. Donc ce qu'on appelle les MSGU, ou les Social Media for Emergency Management en anglais, puisque le concept est né aux États-Unis, et en fait il n'est pas né dans le cadre d'une catastrophe naturelle, il a été
comment dirais-je, ça s'est passé en fait pendant la tuerie de Charleston dans un lycée, je ne sais pas si ça évoque des souvenirs à certains, en 2007. Et en fait, les tireurs ont été, la localisation des tireurs a été rendue possible par les postes que les étudiants cachés dans des placards, dans des salles et tout, avaient mis sur les réseaux sociaux, et ça avait permis en tout cas de retrouver le tireur. Un peu plus tard, en fait, en 2010, notamment pendant le tremblement de terre d'Haïti et pendant les grandes inondations en Australie, le tremblement de terre de Christchurch en Nouvelle-Zélande et la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, en fait, ont vraiment fait émerger et ont permis de développer ces usages en fait des réseaux sociaux pendant la crise, pendant le temps de la catastrophe. Et par exemple, parce qu'à Paris, on se souvient tous du hashtag porte ouverte, et qui est quelque chose qui a permis et qui est né. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui redonne, voilà, qui redonne espoir, au sens où spontanément, ça n'a jamais été documenté, il n'y a jamais eu une doctrine, on n'a jamais pensé ça, et spontanément, ça a été, c'est sorti sur les réseaux. Après, on a le safety check dont on parlait, le clin d'œil de l'échange de la police belge avec les internautes pendant l'attaque terroriste à Bruxelles, et donc le fait que les gens, pour ne pas donner des indications aux terroristes, postaient des vidéos de chats sur les réseaux pour ne pas justement risquer de poster des informations qui sont utilisées par la police, mais sont utilisées évidemment aussi par les tueurs. Et ça, c'était pendant l'ouragan Harvey en 2017, où les résidents de la maison de l'EHPAD que vous voyez en grande difficulté inondée, en fait, par le fait que ça a été plus de 24 000 fois retweeté, en fait, ça a permis, puisque tous les réseaux étaient tombés, hein, évidemment, ça a permis aux services de secours d'identifier le problème et de venir porter secours à ces personnes. Il existe même au niveau mondial, en fait, des collectifs, donc issus plutôt des réseaux de hackers, en fait, qui vont justement faire de la veille sur les réseaux sociaux, et qui sont mobilisés dans les temps des crises et des catastrophes, et vont venir en appui des services de secours, c'est-à-dire qu'il y a même des conventions qui sont faites avec les services de sécurité civile ou avec les services de secours comme les pompiers, et qui en gros vont permettre de documenter. Parce que le gros souci quand il y a un événement, c'est qu'il y a une telle profusion d'informations sur les réseaux que pour que les services de secours et les services de sécurité puissent s'en servir, il faut que cette information elle soit qualifiée. C'est de l'ordre du renseignement. Pour qualifier une information, c'est un gros travail, et ce que fait sous la forme collective, mais avec ce collectif qui en fait est informel, se mobilise dans des moments de crise, mais vont capter en fait des internautes de partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temporalité, puisque vous êtes sur les réseaux 24/24 avec quelqu'un qui va prendre le relais quand vous allez vous coucher. Et donc ça a créé, vous voyez, ces réseaux, et je trouve que ce sont des choses intéressantes parce que justement ça permet tout à la fois de chanter en fait comment dirais-je, l'institution, c'est-à-dire que c'est informel, ils sont pas commandés, il n'y a pas la parole qui pourrait être suspectée de pas donner, de fausser l'information, et puis ça s'autorégule comme ces communautés en fait. Et donc c'est vraiment une auto-organisation horizontale, indépendante des autorités et ultra flexible. Et donc qui viennent ça date depuis 2012, en fait, les MSGU et l'organisation des VOST, donc, qui sont, à mon sens, une bonne intégration de qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ces réseaux et sortir de la bureaucratie, surtout d'une forme de verticalité, et pour être beaucoup plus agile pour venir aider dans des moments comme ça. Ça se développe aussi avec tous les collaborateurs de l'OpenStreetMap, donc ce qu'on appelle les cartographies collaboratives, où on a l'équivalent donc de ce que je viens d'évoquer précédemment, mais là qui va s'attacher sur
justement sur documenter au niveau des cartes et qui va donner qui va donner en fait qui va permettre notamment, en fait, si vous imaginez un séisme, le gros problème, c'est d'avoir l'information en temps réel. C'est-à-dire que pour acheminer les secours, il faut savoir quelle route est praticable. Et donc, pour avoir cette information-là, il faut documenter au niveau des cartographies. Et donc, vous avez des internautes qui vont collaborer pour cartographier la catastrophe quasiment en temps réel. Notamment, bon, là je donne l'exemple du séisme, mais c'est valable pour plein d'autres catastrophes. Et donc, c'est vraiment la dimension du citoyen capteur et acteur. Il n'est pas seulement capteur, mais également acteur. Et du coup, ça fait partie d'éléments intéressants. Alors, dans les collectifs citoyens, pareil, on pourrait en citer, là j'ai voulu en sortir deux emblématiques, donc le village de Couture-sur-Garonne, où 100% de la surface est inondable. Et ben, il y a un collectif qui s'est créé, qui s'appelle Jean de Garonne, et qui en fait, au lieu de se lamenter et puis de se dire, mince, on est stigmatisé parce que on est vraiment le village des sinistrés, mais au contraire, ça a été de développer, en fait, ce que vous voyez là-haut, c'est la maison de l'eau, et donc la maison du fleuve, et donc c'est de dire, ça va devenir une identité territoriale, et au lieu que ce soit pointé du doigt comme étant les sinistrés, c'est qu'on valorise ça en tant qu'identité territoriale, et je trouvais ça intéressant. Les réseaux sentinelles, donc là, c'est des solidarités amont-aval, en disant, c'est sûr que quand vous êtes inondé par la rivière, vous avez un petit peu de mal à faire autre chose que vous préoccuper de vos proches et de vous-même. En revanche, ceux qui sont en amont et qui voient tomber la pluie et qui ne sont pas menacés par l'inondation, mais qui vont pouvoir alerter, ils vont gagner en fait en souplesse et en agilité pour prévenir en fait les villages après, ce que n'arrivent pas à faire les autorités, parce que la question des vigilances, et donc Météo France, en fait, il y a 2 bulletins de vigilance, il y en a un à 10h et il y en a un à 16h. Et les temporalités des catastrophes, notamment les crues rapides, voilà, c'est embêtant, on n'est pas dimensionné par rapport à ça, et c'est pénible parce que la catastrophe, elle arrive toujours plutôt quand il fait nuit, plutôt le week-end et plutôt quand les bureaux sont fermés. Voilà. Et donc, pour pallier ça, le fait de pouvoir compter sur des solidarités autres et des collectifs pareils qui se structurent dans des moments particuliers sont, je trouve, des initiatives intéressantes. On retrouve aussi également ça à l'étranger, donc avec une approche de principe de réserve communale de sécurité civile, si on veut, et donc d'imaginer à l'échelle justement de collectifs citoyens. Et c'est l'idée en fait de parler du risque autrement, de voir comment on peut s'organiser autour de ça. C'est également des collectifs artistiques pour venir justement sortir de la brochure institutionnelle qui vous dit attention, vous êtes dans une zone inondable et vous allez prendre cher. Moi, je pense que ça ne mobilise pas en termes d'action et d'énergie, alors que décaler, poser un autre regard, proposer de la matière à réflexion peut être vraiment, peut susciter d'autres énergies et aller vers justement ce design des urgences dont je souhaite maintenant vous parler à travers différents exemples. Donc, c'est un travail qui est en deux parties. À la fois, vous présentez un travail de recherche que je mène en tant que chercheur là-dessus, mais également, ce que je souhaite valoriser particulièrement, c'est le travail des étudiants, parce que c'est bien d'y être en tant que professionnel, mais finalement, justement, ces fameuses générations futures, c'est bien aussi de pouvoir les outiller de ce point de vue-là, et puis sur le fait que l'approche, jusqu'à présent, on a beaucoup, et ça a été vraiment des sources d'interrogation par rapport à ce qu'on voit avec les limites des scientifiques qui ont alerté depuis, on le sait, des décennies avec un succès plus que mitigé. C'est peut-être justement de changer de paradigme en disant on a toujours souhaité communiquer sur les catastrophes de manière rationnelle pour sortir finalement aussi de l'époque où c'était c'était des divinités qui avaient décidé, où il y avait cette dimension finalement de la catastrophe, qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose, donc on a voulu absolument l'asseoir
dans une documentation rationnelle, et on a bien fait parce qu'il fallait aussi comprendre ces phénomènes, mais ce côté si rationnel nous a un peu éloigné d'une dimension plus sensible, d'une dimension plus émotionnelle, et de faire appel aussi à nos sens du point de vue des émotions. On parlait de l'intuition ce midi, c'est aussi ça qu'il faut arriver à mobiliser, et pour pouvoir s'extraire de justement cette stupeur face à laquelle on n'agit pas, de pouvoir proposer finalement entre fiction et réalité. Alors là, je vous ai posé, c'est un petit jeu. Vous avez 4 images, il y en a 2 qui sont fiction, il y en a 2 qui sont réalité. Sauriez-vous les retrouver? Donc, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Et je vous donne, alors il y a voilà, la présence d'êtres humains aurait peut-être pu aiguiller votre réflexion. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait c'est ça, et puis c'est surtout ça, ce qu'on en voit, les images, parce qu'on fonctionne aussi beaucoup en visuel, et finalement, voilà les images de la catastrophe. Donc, pour dire qu'elle n'est pas devant nous, qu'elle est là, puisqu'on arrive à la documenter en photo. Et finalement, c'est de se dire que face à ce que je vous ai posé, est-ce qu'il existe quelque chose comme une troisième voie qui nous changerait d'avoir à choisir entre ceux qui sont dans le déni et qui sont encore dans, moi, ce qui me semble être de l'incantation de non, mais on a des scientifiques, on va trouver une solution, et la science a toujours su faire face et on va faire face. C'est-à-dire que même la nature, si on va par là, la nature aussi a toujours su faire face. Mais cette accélération dont je parlais et ces points de bascule, ces points limites où là on bascule vraiment dans l'inconnu, font que non, il faut changer de logiciel et il faut qu'on l'aborde différemment. Et puis de l'autre côté, on a effectivement ceux qui, il y a eu un article d'ailleurs très récemment assez intéressant sur l'éco-anxiété que subissent beaucoup de gens, et que je partage sur le fait qu'il y a un moment, le matin, vous dites que c'est quand même un peu compliqué de se lever de bonne humeur si on est un tant soit peu lucide. Et en même temps, je considère que à partir du moment où on a décidé de continuer, à partir du moment où on a des enfants, où on est avec des étudiants, non, il faut en tout cas trouver des leviers d'action. Et justement, c'est d'explorer cette troisième voie possible par le design en tout cas. Et donc comment avoir comment changer de logiciel, c'est aussi de trouver des sources d'inspiration. Donc c'est l'occasion avec un séminaire comme cela de pouvoir dire il y a des lectures inspirantes, donc décoloniser les esprits et de réfléchir sur tout ce qui est design justice, de dire repensons les imaginaires, et les imaginaires c'est aussi ce qui fait fonctionner nos sociétés, ce qui nous permet en tant qu'être social d'avancer, l'imaginaire de la démocratie, l'imaginaire de toute autre forme, justement l'entraide, l'imaginaire de comment dirais-je, tout l'élan qu'il y a eu dans les années 70. En fait, on a toujours avancé avec des récits. Et donc, il faut trouver d'autres récits qui nous emmènent justement au-delà de ces dystopies plutôt annoncées et en plus renforcées par les technologies. Et ce livre sur l'entraide de l'autre loi de la jungle, qui est de dire que la compétition, on nous a dit que c'était l'unique modèle qui existait, en fait, c'est de dire il existe, mais pas que. Et de montrer que la nature aussi, en fait, selon les circonstances, allait s'adapter. Et si l'entraide permettait de mieux s'en sortir, on allait s'entraider, et c'est ce que font les animaux, c'est ce que font les plantes, et c'est ce que devraient faire un tout petit peu plus les êtres humains. Deuxième, comment dirais-je, parmi les sources, deuxième élément, c'est d'aller voir justement du côté des plantes, et alors de plus en plus il y a un intérêt posé sur je veux dire tout le végétal, qui nous permet de comprendre que il nous manque la pierre de Rosette pour comprendre la façon dont communique et fonctionne en fait tout ce réseau, toute l'approche par les champignons, et en fait de penser complètement en fait la terre non pas comme avec des
écosystèmes à droite à gauche, mais complètement reliés par le végétal, justement, permet en fait de penser autrement les choses et de voir à quel point ça peut être source, non pas, c'est-à-dire d'aller au-delà du simplement biomimétisme, mais d'arriver à penser les choses. Pensons en tant que carotte, pensons en tant que végétal. Vous verrez que faire un petit exercice comme ça peut aussi permettre d'ouvrir différemment les pensées. Évidemment, il est un peu connu, mais je recommande sur ce côté l'innovation frugale, l'innovation jugade, et se dire que il peut aussi exister autre chose que les nouvelles technologies. En tout cas, elles peuvent se penser différemment. Et puis, ne pas mésestimer la puissance de la société de consommation, puisque c'est quand même un peu ça qui a fait que ça bloque et qu'on est tous d'accord sur des constats et des envies de changement, mais on est quand même tous bien, c'est pas du tout un jugement, moi la première, avec nos outils de consommation, nos façons de consommer, et que cette résistance comment dirais-je, et ça c'est très bien écrit dans le livre La révolte consommée, c'est qu'en fait le système a très bien absorbé toutes les révoltes issues des mouvements des années 60-70, et qu'il ne faut pas mésestimer en fait cette force, et donc il faut justement proposer, parce que pourquoi ça marche bien, parce que pourquoi finalement beaucoup de gens veulent ce modèle de fonctionnement, c'est parce que le capitalisme a quand même bien plus suscité d'envie et d'imaginaire que il se trouve le communisme, effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer aussi comme modèle, et qui aura forcément des résistances à ça. Alors, dans les pistes, il y a des changements de grammaire. Alors là, plutôt, c'est un travail qu'on mène avec des collègues qui sont sémioticiens, en disant comment on peut, avec le graphisme, avec ces choses-là, changer de grammaire. Et là, notamment pour dire l'alerte. Là, cette carte, elle est extraordinaire. C'était pendant la pandémie. En France, on est quand même champion. On a réussi à faire. Alors, ça, c'est l'alerte. Mais en fait, ça, c'est l'alerte, mais renforcée. Et ça, c'est vraiment l'alerte maximale. À chaque fois. Voilà. Et ça, j'avoue, il y a un moment où on a le droit d'être critique vis-à-vis de nous-mêmes. Et je vous pose aussi une carte réelle, je ne l'ai pas inventée, qui était dans les documents de la préfecture du Gard, donc qui vous explique quelles sont les communes qui sont menacées par le risque d'inondation dans le Gard. Donc, voilà, il y avait une seule légende avec une seule couleur. Alors, s'il y a des géographes dans l'assistance, ça a pu les faire sourire. Bon, on a besoin d'une autre grammaire là-dessus pour venir dire les choses. Et donc, c'est intéressant de travailler là-dessus. Il y a le travail de designers qui ont, pareil, sur le changement d'échelle temporelle, qui ont travaillé sur, finalement, quelle serait la nouvelle pierre de Rosette à inventer pour les générations dans 5-6 000 ans, et où est-ce qu'on la poserait. Donc, dans ce design des urgences, mais qui ne va pas se préoccuper, qui ne va pas prendre soin malheureusement des gens maintenant, mais en tout cas de prendre soin des gens à venir. Je recherchais le nom, donc c'est Martin Kunz, qui vise à préserver de l'oubli les connaissances essentielles de l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un projet comme ça bouge beaucoup de choses, parce que quelles sont ces connaissances? Qu'est-ce qu'on va estimer? Qui va énoncer ce qu'est une connaissance essentielle? Est-ce que finalement c'est du code, ou est-ce que c'est savoir cultiver des patates pour se nourrir? Ça aussi, c'est une connaissance. Et donc ces formes-là de connaissances, comment on les documente, comment on les transmet, et comment surtout, alors certes, c'est un exercice toujours, mais pareil pour susciter l'imagination, comment on va penser ces gens qui sont les générations, mais dans des milliers d'années, comment on va les penser, ces humains comme nous, mais loin de nous, et donc comment on va communiquer avec eux. Et les scientifiques essayent de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la tête des hommes quand ils ont fait ces peintures rupestres à Lascaux, d'arriver à se dire, ce sont des gens comme nous, mais en fait ils pensaient différemment leur être, leur rapport à leurs enfants, à leurs ancêtres, à leur collectif. Donc on essaye de chercher à les comprendre, mais c'est en fait le même exercice, mais en se projetant dans l'avenir, et pour bien sûr toujours venir nous renseigner sur nous-mêmes. Alors voilà, j'en viens sur des travaux de recherche. Donc le premier, j'ai commencé en fait pendant ma thèse, donc
Donc, bah, je vous ai dit, je suis designer de formation, j'ai fait une thèse en géographie, j'avais fait un master en psychologie environnementale et c'est né en fait d'une interrogation. Vous savez que les designers, on fonctionne toujours sur la question de l'étonnement et la question de l'empathie. Et donc en arrivant, voilà, en emménageant dans le Gard, quand j'ai découvert qu'on pouvait mourir en France dans des inondations, ça n'a pas cessé de me questionner. C'est-à-dire que pour moi, une inondation, c'était bah, voilà, dans des pays lointains, on se disait quand même ces pauvres gens, voilà, ils meurent dans des inondations, c'est triste. Et en fait, bah non, c'est ici aussi, et là d'un coup, ça questionnait en disant, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça en tant que designer? Est-ce qu'on a déjà quelque chose à dire par rapport à ça? D'abord, il y a à comprendre en fait quelles sont les problématiques, enfin, pourquoi finalement il y a des victimes. Et en fait, ce qui est documenté, c'est que les victimes, alors, ne sont pas comme dans certains pays, les maisons qui s'écroulent à cause de l'eau, quoique ça peut arriver, mais c'est en fait l'immense majorité des décès se font pendant des déplacements. C'est-à-dire que bah, en fait, c'est les gens qui roulent, qui conduisent, qui vont d'un point à un autre. On n'a pas de métro là-bas. Et donc, bah, quand ces crues diluviennes arrivent, et ben en fait, ils vont décéder pendant les déplacements et d'arriver à documenter, à expliciter, en fait, bah, qu'est-ce qui va se passer dans nos façons de penser au moment où finalement, bah, au moment où survient cette catastrophe et comment on peut arriver à comprendre pour comprendre comment les gens pensent et se comportent, c'est trouver des leviers d'action, des façons de les aider et sur le fait que ben, ça va fluctuer en fonction de là où la personne se situe et comment survient la catastrophe dans une forme de temporalité. Alors ça nécessite aussi de comprendre, et ça c'est le pendant, c'est-à-dire que vous avez d'un côté l'individu, et là c'est vraiment le processus décisionnel de gestion du risque en France. Et vous voyez, tout le monde sourit parce que on sait notre système bureaucratique et de gestion, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et en fait, bah, vous avez donc, peu importe, hein, on ne va pas le détailler, c'est que en fait, bah, ça relève de plusieurs ministères qui ont des prérogatives différentes, qui répercutent dans leurs services. Et en fait, les décisions, bah, elles font ping-pong, et puis bah, ça ne me concerne pas, et puis on pense en silo. En fait, tout ça pour dire qu'on pense en silo, et la catastrophe, eh ben, elle est complètement, non seulement elle s'en moque complètement, elle se moque aussi des frontières administratives, parce que gérer une catastrophe en France, ça relève du préfet, donc ça relève de l'échelle départementale. Bon, il se trouve que l'inondation est à ça de pénible, c'est qu'elle ne connaît pas la frontière départementale, et que on retombe à une échelle sur le maire et sur l'échelle de décision individuelle, et que comprendre ça, ça permet aussi de mettre en perspective. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'on peut le refaire sur plein d'autres, évidemment, plein d'autres risques. Et ça m'a amené en fait à la réflexion de dire, bah, c'est l'échelle de l'habitant qui est concernée, puisque depuis, et ça, il y en a peu qui, finalement, on le sait peu, moi je l'ai découvert en travaillant là-dessus, que depuis 2004, en fait, il y a la loi de modernisation de la sécurité civile, et que chacun d'entre nous est le premier acteur de sa sécurité. C'est-à-dire que l'État est en train de nous dire, c'est à vous de vous débrouiller, vous êtes les premiers à devoir gérer ces problèmes à votre échelle au moment où ça arrive. Ça permet aussi de gérer le fait qu'on a de moins en moins d'argent à consacrer à ça, et que, bah, par exemple, dans le sud, on se partage un hélicoptère avec les services avec d'autres services, et que bah, quand on a la vision des gens sur leur toit et qu'on va envoyer des hélicoptères de la sécurité civile, en fait, la réalité, elle est que non, vous pouvez passer plus de 24 heures sur votre toit avant d'être secouru, parce qu'il n'y a pas les moyens humains pour faire face à ça. Donc, comment agir finalement à l'échelle de l'habitant, à l'échelle de l'individu, et finalement comment les amener à trouver des ressources en eux et à l'échelle de leur commune. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai travaillé sur les communes rurales,
donc avec à la fois peu de moyens, mais en même temps aussi ce côté intéressant, c'est-à-dire que vous vous extrayez des problématiques et des enjeux trop politiques-politiciennes. C'est-à-dire que les décisions ne sont plus tant ah non, c'est moi qui m'occupe de ça, et puis je vise autre chose qui dépasse cette question-là. Donc il y avait finalement, dans le cadre d'une recherche, un pouvoir d'agir qui était intéressant au niveau comment dirais-je, des habitants. Donc on a travaillé sur voilà, les veilleurs de crue, c'est de dire en fait on va travailler sur justement comment, parce que le principe de la veille c'est quelque chose qui est constant dans le quotidien et qu'on peut allumer au moment, enfin on a tous en tête, vous savez, ces barrettes de prise électrique avec le petit bouton de veille, et puis on va l'allumer et on va pouvoir justement agir à des moments, parce que tout le problème de cette question de catastrophe, c'est que, et heureusement que c'est pas non plus chacun tout le temps dans son quotidien, c'est que heureusement on a d'autres préoccupations et on ne peut pas vivre avec la catastrophe à l'esprit en permanence. Ça paraît assez logique. Donc comment on fait pour avoir quelque chose qui est, vous savez, comme en arrière-écran, comme quand vous avez des tâches sur votre ordinateur qui s'effectuent pendant que vous pouvez continuer à bosser, c'est un peu la même chose, comment on peut agir à cette échelle-là. Et là, ça avait été d'organiser des ateliers et de travailler sur le jeu, en fait, autour de ces questions de scénario, et de faire jouer les habitants sur les 24 heures de la crue en 2030. Ce qui permettait, en fait, de faire réfléchir sur des scénarios sans que les gens se sentent directement affectés, parce que c'est vrai que j'ai travaillé sur des territoires qui ont été sinistrés, où il y a eu des décès. Donc, si vous voulez, il y a un moment aussi dans porter attention à l'autre, c'est-à-dire que il faut aussi le faire avec douceur, c'est-à-dire ne pas venir réveiller des souvenirs traumatisants et traumatiques, pardon, et donc du coup de travailler ça en fait par le jeu. Ça permet aussi de toucher des publics très variés, c'est-à-dire d'emporter avec vous des gens qui sont des personnes âgées, mais qui sont aussi des enfants, de faire travailler, peu importe ses connaissances du sujet étudié, et donc de les faire jouer en équipe. Et c'est vraiment, là du coup c'est ce qui s'était passé, et qui, contrairement à ce que les pouvoirs publics nous disent, ne venez surtout pas parler du risque aux gens parce qu'ils vont avoir peur, ils vont pas vouloir. En fait, moi j'ai plutôt documenté à travers de nombreux ateliers, j'ai plutôt documenté l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait les gens sont parfaitement conscients qu'ils vivent dans des territoires à risque, et qu'au contraire ils aimeraient bien qu'on les aide en fait à faire face, et que ça leur fait pas du tout peur, et qu'au contraire ils sont plutôt contents de pouvoir mobiliser des choses là-dessus. Donc là vous voyez des images de l'atelier où on s'est amusé avec différents scénarios, donc avec les cartes où vous êtes privé de... Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes privé d'électricité, vous êtes privé de réseau, ça se passe à 3 heures du matin, ça se passe au moment où il faut venir chercher les enfants, et on a imaginé, et surtout ça permettait eux de se sentir aussi experts en usage, parce que finalement ceux qui connaissent le mieux le lieu, ce sont les habitants, et que ça relève d'une expertise dans le cadre de catastrophes qui vont impacter justement ce territoire, et que valoriser ça en leur permettant d'identifier en amont où se situaient des personnes ressources, où se situaient, tiens, s'ils ont besoin d'aller chercher justement un groupe électrogène ou autre, au fait c'est à cet endroit-là, ça permettait que justement on puisse anticiper des catastrophes. Donc, un deuxième cas d'étude, parce que c'est pareil, il faut que je passe, là je regarde, il faut que je passe vite. Deuxième cas d'étude, donc là évidemment, toujours dans le Gard, on est un peu binaire, on a soit les inondations, soit la canicule. Enfin, voilà, on ne fait pas dans la demi-mesure, on a soit 47 degrés, et puis voilà, il fait chaud, on ne voit pas une goutte d'eau pendant plus de 6 mois, même voire plus, puisqu'en 2017, parce qu'il faut dissocier canicule de sécheresse, en fait 2017, sécheresse excessive, où il n'y a pas eu 1 mm d'eau sur la région de Nîmes entre le mois de mars et le mois de novembre. Vous voyez, et pourtant on est un
territoire très agricole, il y a des vignes. Donc voilà, l'impact, il est fort. Et donc comment pareil, au niveau des populations, comment on peut rendre les gens acteurs et les outiller en fait sur le territoire. Alors en l'occurrence, il se trouve que cette ANR, je suis contente de la présenter ici, parce que la personne que vous voyez là, Manuel Zaclade, est le directeur du laboratoire d'ICEN du CNAM, donc qui travaille dans cette ANR. Et comment dirais-je, il y a également l'UTT qui a travaillé là-dessus. Et donc, c'était de dire, pareil, de partir du constat que c'est, ne serait-ce que dans les imaginaires, en fait, la canicule, c'est compliqué parce que, en fait, on a peu de visuels. Si vous vous amusez à taper sur Google visuel canicule, en fait, il n'y a pas grand-chose. Alors, vous avez des photos de thermomètres, vous avez des petits dessins de soleil, et puis en fait, on a du mal à exprimer, et finalement, de ne pas réussir à mobiliser des images pour se représenter les choses, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, on a voulu travailler sur finalement les pratiques, et on a voulu travailler aussi sur les mémoires de canicules passées, c'est-à-dire demander aux gens qu'en fait, ils viennent nous raconter leur expérience sur ces moments de canicule, et surtout qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils avaient mis en œuvre. Alors, moi, j'ai fait ça, moi, je suis allée, j'ai utilisé comment dirais-je, les fontaines publiques. On parlait de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut mobiliser finalement, quelque chose dans le quotidien qui puisse être utile aussi quand la catastrophe est là, typiquement, voilà, toutes les fontaines, toutes les bornes d'eau, dès qu'il y avait un point d'eau, c'était de l'utiliser. Et puis aussi de voir dans quelle mesure on pouvait montrer des évolutions sur la nature qui nous environnait. Et donc, c'était important d'arriver à documenter ça, parce que est ressorti justement comment dirais-je, des habitants qui ont vécu la canicule de 76, ou qui ont vécu d'autres canicules, parce que pareil, ça a toujours existé. Le problème, c'est qu'elles durent beaucoup plus longtemps de nos jours, mais elles ont toujours existé. Et en fait, il y avait des façons de faire qui étaient, déjà ne serait-ce que dans l'habitat. Les maisons anciennes dans le sud, elles n'ont pas ce que nous proposent malheureusement les logements actuels, c'est-à-dire une grande baie vitrée face au sud, avec pas de toiture, et puis surtout au niveau de la végétation, on va avoir des belles pelouses. Chacun le sait, la pelouse, voilà, ça dure bien, ça finit en paillasson, et en fait, c'est pas du tout résilient face à ce qui est proposé comme justement scénario climatique à venir. Donc, repenser toutes ces choses-là, mais également les documenter. Ça a été un premier travail. Et puis ensuite, comme je vous le disais, donc évidemment, restons cohérents, de travailler sur ces imaginaires pour pouvoir moduler aussi, de pas avoir des réponses nécessairement binaires, et de dire qu'on peut quand même, avant que ce soit invivable, puisque je rappelle que justement dans le dernier rapport du GIEC, c'est ce qui montrait qu'en fait il y avait des territoires qui allaient devenir proprement inhabitables, voilà, on n'allait plus pouvoir y vivre, point barre. Et donc entre ça et ce qu'on a actuellement dans le sud, en fait on peut quand même arriver à avoir des paliers, et arriver à s'organiser pour échanger là-dessus. On a aussi travaillé sur des scénarios prospectifs, donc avec tout ce qu'on appelle le design fiction, et qui est assez intéressant. Donc là, voilà les designers étranges ordinaires qui nous ont accompagnés sur cette étude. En fait, là, c'était le casque pour arriver à se projeter justement dans ce futur, et d'arriver à pouvoir raconter, parce qu'on a besoin de ces récits. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que les gens voulaient absolument tester le casque, et quand ils le mettaient, en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait justement rien. On leur a dit, en gros, c'est tout le principe, c'est que en fait, vous ne voyez rien, vous n'avez pas de lumière, et donc vous avez ce moment de pause où vous pouvez être dans la désaturation des images, parce qu'on est quand même dans un monde de l'infobésité et de cette orgie d'images, et là on a besoin de prendre du recul à un moment pour réfléchir, et pour s'extraire de finalement ce qu'on a connu, pour pouvoir aller vers
vers l'inconnu, et en face, on avait joué avec le scribe qui prenait, on était sur en fait, finalement, les récits, alors là, on n'était pas autour du feu, évidemment, mais les récits des uns des autres et comment on se passait cette culture orale qu'on a un peu perdue. Un troisième cas sur lequel je travaille, donc là, c'est sur la question de l'alerte aux populations. Alors ça, c'est beaucoup moins sexy parce que pas le commanditaire, mais en fait les gens pour qui on a travaillé, donc c'est une équipe de recherche sur Avignon et Nîmes, donc avec des géographes, des psychologues et mental designers, et c'était en fait, en 2018, l'Europe à travers la directive européenne sur les systèmes de communication et d'alerte aux populations, impose à tous les pays membres qu'en 2022, chaque État soit en capacité d'alerter sa population. Or, en 2018, en France, les seuls moyens d'alerter, les seuls moyens officiels, et donc avec évidemment un cadre particulier législatif très, très, très fort, et un cadre juridique très fort, ce sont les sirènes. Premier mercredi du mois, tout ça. Donc les sirènes qui en fait étaient là pour prévenir les gens des bombardements aériens juste après-guerre. Et en fait, c'était le seul système existant. Et donc, autant vous dire qu'on n'avait pas particulièrement anticipé ça comme d'habitude. Comme pour le Minitel, on était resté sur nos anciennes capacités à faire. Et donc, là, sur l'alerte aux populations, c'est de dire, ok, en fait, techniquement, il existe plein de choses, c'était pas le souci. Alors même si, malgré tout, et d'ailleurs dans le consortium de travail, il y avait aussi la société Atrisk et GDICOM, parce qu'à un moment, on a besoin de réfléchir quand vous devez pouvoir alerter 60 millions de personnes. Il y a quand même un moment où, voilà, il faut réfléchir aussi techniquement. Mais ce qui avait été montré dans le début du travail de recherche, c'était surtout de dire que, en fait, alerter oui, mais sur quoi et qui, et en fonction de quoi. Et là, quand on croise finalement l'échelle temporelle de l'aléa, il y a des aléas qui se situent en secondes, donc par exemple les séismes, et qui sont quasi totalement imprévisibles. Alors il y a des capteurs, mais en fait, le capteur va effectivement récupérer l'information, mais le temps que ce soit transmis, de toute façon, vous êtes déjà... ça ne sert à rien finalement. Il y a des aléas pour lesquels ça ne sert à rien d'alerter. En l'occurrence, un tremblement de terre, ça ne sert à rien parce qu'au moment où les gens reçoivent l'alerte, ils sont déjà sous les décombres. Donc en fait, il faut le penser différemment. Vous avez d'autres alertes, type la canicule. C'est ce qu'on appelle des risques diffus, ou la pollution de l'air, ou les risques cyber. Qu'est-ce qu'on va alerter puisqu'on n'arrive pas à borner le début et la fin de l'aléa. Et puis après, on voit en secondes, en heures, en jours, comment, en fonction de l'aléa, on va pouvoir prévenir et comment, en fait, on va réfléchir de manière à ce que ce soit efficient pour les personnes qui vont réceptionner, en fait, l'information. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient téléchargé à l'époque l'application SAIP, donc le système d'alerte et d'information des populations qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur et qui a été un fail absolu, et qui a été enlevé et qui était au départ ce qui avait été pensé par les pouvoirs publics pour alerter les populations. Donc là, ils se sont dit on va peut-être réfléchir différemment. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, pareil, pour aller plus rapidement, c'était de travailler sur des exercices, en fait, il y a un moment, ça ne sert à rien d'être dans la théorie, en fait, il faut le pratiquer, et donc on va venir tester in situ, donc là, on l'a fait à Avignon, en fait, avec, en l'occurrence, là, avec des étudiants, parce que oui, j'ai oublié de préciser que ce projet de recherche s'est effectué entre 2020 et 2021. On a, comme tout le monde, eu des petits soucis logistiques pour pouvoir faire jouer des exercices. Donc, voilà, ça n'a pas été ça, mais on a quand même réussi. Ça a été aussi de réfléchir sur quel message pour quelle alerte, parce que, comme je vous l'ai dit, en fonction des aléas, en fonction de qui va recevoir, vous êtes étranger de passage, vous êtes en vacances, vous êtes sur votre lieu de travail, en fait, vous n'allez pas comprendre et prendre le message de la même manière. Donc, il y avait 6 points qui avaient été établis sur le type de signal sonore, sur la crédibilité de la source, sur la question de la nature du danger ou de menace, en fait, sur le caractère anthropique ou pas, sur la localisation, sur les consignes. Parce que jusqu'à présent, le problème, c'était on alerte, mais on ne dit pas ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit se cacher? Est-ce qu'on doit confiner? Est-ce qu'on doit évacuer? Donc,
Et on ne parle même pas des catastrophes qu'on appelle les catastrophes NATEC, dans le langage des spécialistes, qui combinent en fait, c'est Fukushima qui combine une catastrophe naturelle avec une catastrophe technologique, et on va en avoir forcément de plus en plus. Donc un travail alors qui n'est pas forcément de prime abord sexy, où on pourrait se dire on ne voit pas trop où est le design, mais en fait il faut imaginer les gens, enfin les interlocuteurs auxquels vous adressez, c'est-à-dire les gens du ministère et de la Direction générale de la sécurité civile, et en fait arriver à eux, les faire changer de paradigme de pensée, c'est un énorme challenge en soi, et ça a été un grand défi, et d'arriver à avancer là-dessus, c'était assez intéressant. Donc je vais finir en fait sur quelque chose, c'est pour ça que je voulais finir là-dessus, sur quelque chose qui me tient à cœur, sur le fait que, voilà, en fait dans le master à l'université de Nîmes, donc il y a un master qui forme des étudiants au design social, en fait ça a été mon travail, enfin quand j'y suis arrivée, ça a été en fait de dire, face à ces questions de catastrophe, il faut aussi pouvoir l'enseigner. Il faut aussi pouvoir appréhender la complexité que ça représente, et que je m'ai fait qu'esquisser là pendant cette intervention. Et donc, comment on va faire finalement pour réfléchir à des projets de design qui puissent intégrer justement à la fois le risque, la question de l'aléa, et le territoire. Et donc en fait ça se passe à la fois en M1 et en M2, donc à travers des projets longs, donc des projets de 3 mois, qui sont avec des partenaires institutionnels qui vont pouvoir poser un sujet auprès des étudiants pour pouvoir travailler, et qui va toujours être lié à un territoire, c'est-à-dire avec des habitants. Et donc, premier exemple, puisque ça a maintenant 2 ans, le premier, ça a été un travail fait avec le conseil départemental du Gard sur justement le plan climat. Alors non pas 2020-2021, en fait c'est la promotion d'étudiants, c'est pas le plan climat, je le vois en fait, ça me saute aux yeux là maintenant. En fait c'était comment le conseil départemental pouvait penser le territoire à l'horizon 2040-2070, puisque pour pouvoir penser et financer les infrastructures nécessaires, il faut par contre y réfléchir maintenant. Et en gros, c'était en fait de dire, voilà, on va accentuer les problématiques de sécheresse et de canicule, et accentuer les problématiques d'inondation, c'est ce qui menace vraiment le territoire. Et donc comment travailler là-dessus, et surtout que le département avait beaucoup de mal à toucher la population, et donc poser la question aux étudiants en disant comment je parle de ça à la population. Donc voilà les résultats. Alors j'ai un premier groupe qui a travaillé sur la question des usages de l'eau, en disant, mais en fait, et ça c'est drôle parce que je fais un clin d'œil à mes corréligionnaires de cet après-midi où on a fait un atelier là-dessus, en fait une des propositions des étudiants c'était de dire, mais finalement personne ne sait combien d'eau on consomme au quotidien, et donc si on devait réduire ces usages, faut déjà savoir on part de quoi. Et donc ils avaient travaillé un jeu, justement un atelier sur les gens devaient estimer combien ils consommaient, ils devaient le faire, et ensuite ils travaillaient en équipe en disant tiens, en équipe comment on réduit. Et ce qui les avait beaucoup interpellés, les étudiants, c'était, je leur avais montré ce qui s'était passé en Afrique du Sud, où en fait il y avait plus d'eau, quoi, et que la municipalité coupait, et donc il fallait s'organiser sur les usages en eau, parce qu'on vous disait de telle heure à telle heure il n'y a plus d'eau. Et donc comment à Johannesburg, dans une ville voilà, comme on les connaît, et qui veut dire comme nous, avec des infrastructures pas du tout adaptées à ça, comment on gère cette pénurie d'eau. Donc eux disaient, il faut d'abord savoir combien on consomme pour pouvoir ensuite avoir justement des leviers d'action. Un autre groupe avait travaillé donc sur une réduction des usages co-construits, donc là le costume du héros, et donc c'était voilà, pareil, c'était aussi une question des usages, mais en disant je suis d'accord. Donc en fait c'était, je vais pas développer plus que ça, mais en gros c'était avec des cartes en disant si je supprime au fur et à mesure, je supprime des éléments pour réduire aussi ma consommation en eau, et c'était de voir comment elle pouvait s'appliquer sur le territoire, et avec des réflexions aussi sur les questions de circulation et d'impact climatique. Un autre, c'était qui travaillait sur le fait de dire entre le château d'eau
et mon robinet. Alors là, c'était pas tant la question de la quantité d'eau que j'utilisais au quotidien, mais c'était de dire, en fait, ces circuits sont totalement invisibles et plus personne ne sait ce qui se passe entre l'eau est recueillie, l'eau va être filtrée et va passer dans des stations, elle va être stockée et ensuite, évidemment, on va ouvrir le robinet et voilà. Et donc là, en fait, toute l'escape game qu'ils avaient pensé, c'était en fait pour que des municipalités justement puissent faire jouer les habitants en leur faisant redécouvrir une forme de patrimoine patrimoine technique finalement, en disant les châteaux d'eau, les stations d'épuration, etc. Et donc il y avait une histoire évidemment de jeu avec ça, mais je trouvais que c'était aussi très intéressant. Alors le programme de cette année, on avait conventionné avec le PTB, c'est une structure publique qui est sur tous les territoires, l'établissement public territorial de bassin, le PTB. Et le PTB, en fait, on va dire que ce sont les anciens syndicats de rivières qui se sont regroupés et que l'État a voulu harmoniser pour pouvoir en fait gérer les API, donc c'est les programmes d'action et de prévention des inondations. Et en fait, la question qui était posée aux étudiants, ça a été de dire, voilà, on dépense des centaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros sur ces plans, en fait, sur ces aménagements, et on se rend compte que, en fait, on les documente, on fait des choses incroyables, mais personne n'est au courant. Et puis les habitants, ils savent pas, et voilà, on investit, et finalement, peut-être que ce serait intéressant de se préoccuper des habitants. Et à chaque fois, c'est ça qui revient. Je vous donne des exemples où à chaque fois, c'est ah mince, on a complètement oublié les habitants, on a complètement oublié l'usager, on a complètement oublié en fait les personnes concernées. Et ça, c'est quelque chose qui forcément, en tant que designer, ça nous interpelle. Et là, ce que vous voyez là, ce qui est incroyable, c'est que certaines savent comment se construisent des programmes pédagogiques. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, des choses qui sont pensées en amont. Et donc, quand on a conventionné avec le PTB, on a conventionné avec eux peut-être au mois de avril-mai de l'année dernière. Et en fait, le 14 septembre 2021, sur le territoire, il s'est passé ça, chez nous. Parce que les inondations dans le Gard, c'est récurrent. L'autoroute a été coupée et il y a eu des dégâts énormes. Et là, d'un coup, c'était très compliqué pour moi en tant que responsable pédagogique parce que vous posiez vos étudiants dans un territoire vraiment ultra sinistré et ultra traumatisé. Et avec des responsables politiques qui étaient, on marchait pas sur des œufs, c'était au-delà de ça. Donc bon, on s'est dit on va voir comment ça se gère. Et en fait, ils s'en sont très bien sortis et c'était très intéressant. Et donc il y en a qui ont travaillé sur les parcours urbains parce que ce qui se passe en fait, c'est que on a urbanisé des zones où passait l'eau. On a des phénomènes d'oued, en fait, c'est qui sont des passages d'eau qui sont secs l'immense majeure partie du temps, et puis qui, au moment des inondations, en fait, l'eau reprend son circuit. Et donc là, ils avaient proposé et travaillé des parcours urbains sur justement comment faire connaître aux gens ces passages de l'eau et que ça puisse s'inscrire dans un paysage dans le quotidien. Et avec donc des dispositifs qui mettaient en place pour interpeller les gens sur leur faire redécouvrir en fait leur propre territoire de manière légère, c'est-à-dire on fait des balades urbaines pour découvrir le patrimoine ancien, pourquoi on ne ferait pas plus de balades urbaines pour découvrir aussi ce patrimoine de l'eau. Et donc ça, c'était la première proposition. La deuxième, c'était, je vous en ai parlé sur le fait que voilà, chaque citoyen doit pouvoir se mobiliser et doit être, nul n'est censé ignorer la loi, donc vous devez connaître et les consignes et vous devez savoir comment dirais-je, quoi faire à ce moment-là. Et évidemment, toute cette documentation, parce que depuis 2006, il existe l'IAL, donc l'information acquéreur locataire, qui est une obligation légale, c'est qu'à chaque fois que vous prenez possession d'un logement, aussi bien en tant que propriétaire qu'en tant que locataire, on doit vous informer sur tous les risques. Ça consiste en une brochure que, globalement, dans le meilleur des cas, elle finit au fond d'un tiroir et elle est rarement mobilisée au moment où vous êtes les pieds dans l'eau.
Et donc, eux avaient réfléchi sur le fait de le mettre dans le quotidien et que ça pouvait être un objet, un livre qu'on avait dans la bibliothèque, ça pouvait être des magnettes sur le frigo qui sont, qui permettent d'avoir tout de suite sous la main, quand il arrive un moment de sidération, de se dire oh, tout de suite j'ai le numéro sous la main et je peux appeler le service technique de la mairie parce que vous avez oublié que c'était le 04 62 13 17 et que vous ne l'avez pas forcément sur votre portable. Et donc, voilà, c'était une proposition de l'avoir ancré dans son quotidien. Il y avait une autre réflexion qui était de dire, de plus en plus maintenant, c'est plus l'échelle communale, c'est l'échelle intercommunale. On travaille avec des communautés de communes et que l'information circule mal et que les pratiques sont, vous avez aussi des approches politiques qui font que, il y a des choses qui se passent qui se passent finalement pas très bien. Et donc, eux avaient travaillé sur des fanzines, et là, d'être sur une information plus légère et d'avoir aussi un travail en fait, faire travailler les gestionnaires entre eux, parce qu'il n'y a pas que les habitants, il y a aussi les services techniques des différentes communes qui se parlent assez peu, et donc là aussi de travailler par le jeu. Et je finirai avec ce dernier, où il se trouve que je l'ignorais et ça a été assez douloureux à un moment. En fait, il y a eu une de mes étudiantes qui a été sinistrée, donc qui a été elle-même victime. Et la faire travailler là-dessus, ça a été compliqué et c'était, on se retrouve en situation où effectivement, on dit, bon, mince, on touche quelque chose de très très sensible et de douloureux. Et en fait, il en est sorti un projet que je trouve super intéressant parce qu'en fait, ils ont voulu travailler sur le parcours administratif du sinistré. Parce qu'elle dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est la galère quand, en fait, une fois qu'on a été sinistré, comment on fait pour mobiliser les assurances, pour trouver les papiers, pour récupérer les factures. Et en fait, ils ont maquetté donc, la commune et en fait, ils ont fait travailler les habitants justement sur le parcours de l'eau et le parcours du sinistré, le parcours administratif du sinistré. Donc voilà, ça a suscité des choses particulièrement intéressantes, cette idée de parcours administratif. Voilà, j'en ai fini. Je conclus sur le fait que, disait donc Patrick Lagadec, l'essence de la crise, c'est la destruction des références. On bascule dans un autre temps, dans un autre espace-temps, défini par d'autres règles et qui exige avant tout une forte capacité de questionnement et d'inventivité. Le temps est venu de nous projeter dans l'invention. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre écoute pour effectivement si vous avez des questions. Voilà.